Merci Nicolas Durieux de venir nous parler de ce désir féminin dans des textes du XVIIIe siècle. Nicolas Durieux est chercheur postdoctoral en études littéraires de genre à l'École normale supérieure de Lyon et à l'Université libre de Bruxelles où il a fait sa formation. J'essaie de résumer. Il est docteur de l'Université libre de Bruxelles. Sa thèse de doctorat portait sur les représentations des prostitutions masculine dans le roman d'expression française de la Révolution à l'entre-deux-guerres. Alors vous ne la trouverez pas encore dans le Salon du Livre car elle paraîtra en décembre prochain. Mais vous pouvez guetter cette parution aux éditions classiques Garnier dans une collection qui s'intitule Masculin-féminin dans l'Europe moderne. Il est actuellement donc chercheur en études littéraires de genre à l'École normale supérieure de Lyon et il travaille sur l'imaginaire misogyne de la cougar fin de siècle. J'ai noté un titre: Quand Baucis, femme fatale, de la vetula libidinosa latine à l'entreteneuse décadente. Et il vient de paraître sous sa direction le numéro 54 de la revue canadienne Études littéraires, non dit du genre et de la sexualité dans le roman d'expression française au XIXe siècle. Mais il va nous parler aujourd'hui donc d'un texte du XVIIIe siècle, donc des textes de Félicité de Choiseul-Meuse entre lecture catéchisme et lecture jouissance. 18e, 19e siècle, mais le texte est du début du 19e siècle. Donc, à vous la parole. Merci mille fois Anne Popper pour cette présentation. À mon tour de remercier très brièvement les organisatrices et les organisateurs de ce festival auquel j'ai le plaisir et le grand honneur de participer cette année. Merci évidemment aussi au directeur et aux responsables de la Maison de Colette, sous l'égide de laquelle nous avons le plaisir, encore une fois, d'intervenir pour cette 13e édition du FIEF. Alors, très brièvement et en 2 mots, j'aimerais revenir ici sur une figure d'autrice relativement méconnue. Je doute que vous la connaissiez car elle est elle-même très peu connue des historiennes et des historiens de la littérature, même si nous pouvons ici, je pense, remercier Camille Koskas et Romain Henriquez pour avoir remis l'œuvre de Choiseul-Meuse au goût du jour dans leur récente édition parue chez Bouquin. Alors, l'autrice sur laquelle donc j'aimerais ici m'attarder un petit peu s'appelle donc Félicité de Choiseul-Meuse, Antoinette Joséphine Félicité de Choiseul-Meuse. Elle est comtesse, je vais y revenir pour son nom complet. Je m'attarderai plus précisément sur l'une de ses œuvres, la plus connue pour le peu que nous puissions affirmer de son œuvre qu'elle reste connue aujourd'hui, Julie où j'ai sauvé ma rose, un roman libertin publié en 1807. Et je reviendrai encore plus précisément sur les paradoxes qui sont propres à cette œuvre. Je pense que justement cette idée de paradoxe est caractéristique de l'écriture de nombreuses femmes autrices du début du XIXe siècle qui, à mon sens, sous le régime napoléonien, écrivent, je dirais, et je l'expliquerai un peu plus longuement, sous condition. Alors, en 2 mots, je suis désolé ici de rompre avec la tradition très biographique qui veut que l'on vous présente d'ordinaire le portrait de l'auteur ou de l'autrice sur lequel l'on travaille. Puisque peu d'informations nous sont connues de Félicité de Choiseul-Meuse, j'ai proposé ici de vous en soumettre une qui soit vérifiée et vérifiable. Et je vous propose plutôt, même si cela semble malheureux, son acte civil de décès que l'on peut trouver dans l'état civil de Paris tel qu'il est reconstitué après la Commune. Félicité de Choiseul-Meuse naît donc le 29 novembre 1867 à Sancy-Saint-Martin, ce qui correspond plus ou moins au département... 1767. Désolé, c'est une erreur dans mon PowerPoint. Le 29 novembre 1767 à Sancy-Saint-Martin, dans l'actuel département de Meurthe et Moselle, et elle décède le 13 février 1838 à Paris dans son ancien 1er arrondissement. Sa période d'activité s'étend à la grosse louche, car il a été très longtemps difficile de lui attribuer son œuvre, et les bibliographes du 19e siècle, du long 19e siècle, depuis la première moitié à la seconde moitié, ne facilitent pas la tâche de critique non plus, s'étend donc plus ou moins de 1797 à 1824. Ces quelques données bibliographiques désormais mises en avant, je m'attarde en 2 mots sur sa production. Félicité de Choiseul-Meuse, dont on connaît
peu de choses concernant sa vie, comme je vous le disais, est l'autrice, ou en tout cas, peut-être aujourd'hui, tel que les critiques ont pu le montrer à travers justement une analyse des bibliographies du temps, considérée comme l'autrice d'une double production, une production à la fois pour adultes et pour enfants. Elle écrit donc, comme je l'indique ici, de nombreux romans libertins, dont je peux citer quelques titres. Julie où j'ai sauvé ma rose en 1807, Amélie de Saint-Phar ou La fatale erreur en 1808, Elvire ou La femme innocente et perdue en 1809. Comme vous le constatez, ça ne manque pas de sel. Ce sont des romans libertins qui mettent en avant le plus souvent les aventures sexuelles d'héroïnes, aventures soldées malheureusement sur une solide dose de moraline, puisque ces héroïnes sont souvent condamnées pour leurs frasques, soit dans la maladie, soit dans la mort. Entre chien et loup, autre roman libertin très connu de l'époque, qui sera plusieurs fois réédité en 1809. À côté de cette production, une autre production pour enfants, puisqu'elle est aussi éducatrice. On pourra citer les récréations morales et amusantes à l'usage des jeunes demoiselles qui entrent dans le monde en 1810, ou Le retour des fées en 1820, qui est un recueil de contes. Ce qu'il est intéressant de constater à la lumière de ce double volet, je dirais, de sa production littéraire, c'est que Félicité de Choiseul-Meuse a une connaissance extrêmement fine du monde de l'édition du début du XIXe siècle, car elle publie notamment ses romans libertins auprès d'éditeurs spécialistes de curiosité, tandis que, par exemple, elle publie sa production pour enfants auprès d'éditeurs spécialisés dans la littérature jeunesse, dirions-nous aujourd'hui, notamment chez Blanchard. Autre particularité, là où elle signe ses œuvres de son nom propre, pour sa production pour enfants, elle laisse le plus souvent anonyme ou signe sous astéronyme sa production libertine. Ce qui montre qu'outre une fine connaissance du champ littéraire du temps, Félicité de Choiseul-Meuse est aussi excellente stratège et cherche sans doute à faire carrière en littérature. Néanmoins, comme je vous l'indiquais, cette autrice prolifique, qui a écrit donc de nombreux romans de 1797 à 1824, donc plus ou moins du directoire à la moitié de la Restauration, je dirais, est une autrice qui aujourd'hui est tombée dans l'oubli. Un oubli qui n'est pas qu'une méconnaissance, mais qui est aussi évidemment une occultation. Si je parviens, oui, à changer les diapositives, merci beaucoup, qui est aussi une occultation qu'on peut expliquer très brièvement ici grâce à trois facteurs, ou plutôt à cause de trois facteurs, ne serait-ce que par la période d'activité qui est la sienne. Félicité de Choiseul-Meuse écrit au cours de cette période artistique et littéraire que l'on peut dénommer aujourd'hui le tournant des Lumières, qui s'étend plus ou moins des 20 dernières années du XVIIIe siècle aux 20 premières années du XIXe siècle, une période qui est restée relativement méconnue des critiques, ou en tout cas méprisée par ces derniers, et ce déjà au XIXe siècle, je pense notamment par Lançon à la fin du XIXe siècle, qui est une donc période étranglée en quelque sorte entre les Lumières en amont et le romantisme en aval. Donc je pense que la méconnaissance dans cette période a longtemps pâti ne sert pas la postérité de l'autrice. De la même manière, l'autrice s'inscrit dans l'écriture d'un genre que l'on considérera en tout cas particulièrement encore au cours des 30 premières années du XIXe siècle comme un mauvais genre. C'est ce qu'en dit par exemple Jean-François de la Harpe dans son cours de littérature ancienne et moderne, qui participe à l'institutionnalisation, disons, de l'histoire de la littérature française telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui donc décrit ce roman comme un mauvais genre. Baudelaire dira encore qu'il est un genre bâtard, et le fait que Choiseul-Meuse pratique le genre romanesque ne lui sert probablement pas non plus à l'époque. Et puis évidemment, mais cela je pense dans le cadre du fief relève de la banalité, elle est aussi une femme écrivaine dont notamment Jean-François de la Harpe pour la même période Jean-François de la Harpe a également participé à l'occultation et à la minoration de ce que les femmes ont pu produire de littéraire dans l'histoire de la littérature. Donc elle est aussi la victime de la fabrication d'une invisibilité des femmes écrivaines au XIXe siècle, et en deçà et par-delà, évidemment. Cette écriture, donc, qui ici se comprend sous une forme de réception, disons, sous condition, est aussi une écriture elle-même sous condition. Il faut rappeler, je pense, que le début du XIXe siècle est une période qui peut être considérée comme la plus sombre pour l'histoire des femmes sous Napoléon, et Félicité de Choiseul-Meuse, comme beaucoup d'autrices de son temps, et ici, en l'occurrence, pour une romancière et une romancière libertine, doit faire face à des contraintes éditoriales, elle doit faire face à une période qui verra notamment Napoléon, disons,
contraindre extrêmement le fonctionnement de ce que l'on appelle alors la direction de la librairie, ce que vous considériez comme une espèce de grand ministère du livre pour le début du XIXe siècle. Elle est aussi probablement, comme de nombreuses femmes autrices, contrainte matériellement, c'est-à-dire que les femmes disposent alors de capitaux culturels et sociaux qui ne leur facilitent pas l'entrée en littérature, et une fois entrées en littérature, comme de nombreux auteurs, beaucoup d'entre elles écrivent aussi pour gagner leur croûte et ne sont pas toutes des Germaines de Staël. Je pense que c'est important de le rappeler, et c'est probablement le cas de Félicité de Choiseul-Meuse. Aussi des contraintes sexuelles, puisque je parlerai peut-être ici sans doute de double standard, c'est que ces femmes, pour reprendre l'expression de Virginia Woolf, qui disposent le moins d'une chambre à elles, sont aussi ici facilement accusées de bleuisme. Alors, sans entrer dans des considérations étymologiques sur ce qu'est le bas-bleuisme, on pourrait considérer le bas-bleuisme comme toute accusation faite à une femme au XIXe siècle, du moment qu'elle prétendrait à des prétentions intellectuelles et artistiques qui ne sont pas propres à son sexe. Le bas bleu du XIXe siècle n'est qu'une réactualisation, je pourrais dire, de la femme savante, de la savantesse ou de la précieuse du XVIIe siècle, dans l'imaginaire misogyne du temps. Ces quelques informations biographiques mises en avant, je me propose d'aborder le texte avec vous, à partir donc d'un texte extrêmement ambigu, comme le justifie probablement cette triple écriture sous contrainte, puisque le texte dont je vous propose, dont je parlerai aujourd'hui, Julie, où j'ai sauvé ma rose, est un texte qui, tant dans ses représentations que dans sa conclusion, est extrêmement difficile à interpréter. En deux mots, le texte, ou en tout cas son intrigue, tient dans un mouchoir de poche. L'héroïne, Julie, qui s'exprime donc à la première personne dans ce roman qui prend la forme de ses mémoires, eh bien, est contrainte d'abandonner son premier amant, Adolphe, qu'elle laisse à Paris, parce qu'il lui faut monter, à Marseille, parce qu'il lui faut monter à Paris avec sa tante qui assure son éducation. Le dernier conseil que lui donne alors son amant, Adolphe, consiste donc à ne jouir avec les hommes, avec le plus d'hommes qu'elle souhaite, mais toutefois à condition qu'elle leur refuse toujours sa dernière faveur. Vous comprenez maintenant pourquoi Julie a sauvé sa rose. Donc Julie pourra donc jouir d'une sexualité libre, je reviendrai sur cet adjectif, du moment qu'elle n'accorde, en accord avec ce pacte scellé avec Adolphe, qu'elle n'accorde jamais sa dernière faveur à ses amants. Elle pourrait donc, comme je le disais, pratiquer une forme de sexualité libre en conservant sa réputation intacte jusqu'au mariage. Et vous comprenez le paradoxe. Là où l'héroïne pourra jouir d'une espèce de marge de manœuvre lui permettant, dans une société extrêmement restrictive en termes de sexualité des femmes, pourra trouver une manière en quelque sorte de tirer son épingle du jeu, mais se retrouvera malheureusement condamnée au célibat à la fin du roman, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose dans l'imaginaire des lecteurs et des lectrices du temps. Donc, ce roman laisse place à toute une série de descriptions de scènes, évidemment, de sexualité dite, je reprends l'expression du texte, de gradation, ce que l'on pourra appeler ici, de manière un peu surannée, de préliminaire, et de nombreuses scènes de masturbation, de fellation, de cunilingus, de saphisme aussi, occupent très explicitement l'autrice et son héroïne qui s'exprime à la première personne. Voici donc le conseil que lui donne Adolphe au début du roman. « Livre-toi donc à l'amour sans chercher à lui opposer une résistance inutile, lui dit-il. Goûte-en tous les plaisirs, perfectionne si tu le peux l'art de prolonger les jouissances, de les rendre plus vives, plus enivrantes. Nage dans une mer de délices, mais aie le courage de conserver assez de sang-froid au sein même de la volupté pour refuser la dernière faveur. Peu de femmes, je crois, seraient assez maîtresses d'elles pour faire un pareil sacrifice. Celle qui aurait cédé une première fois tenterait vainement de résister la seconde, mais je ne crois pas cet effort impossible pour celle qui n'a jamais joui de ce dernier plaisir. » Et en conclusion, on apprend effectivement que Julie, après avoir une sexualité, donc pourrions-nous dire assez libérée avec nombre d'amants, parvient à garder sa rose dans cette conclusion que je lis ici pour les grâces. « Me voilà, dis-je, au bout de ma carrière, avec une conscience paisible et une réputation intacte. Malgré de nombreux travers, j'ai régné sur les hommes, je les ai fait servir à mes plaisirs et je puis les défier tous.
D'où me viennent tous ces avantages inappréciables? Eh bien, du talisman précieux que toutes les femmes reçoivent en naissant des mains de la nature. C'est de sa conservation que dépendent la réputation, la tranquillité, le bonheur. Que ne puis-je inspirer à mon sexe ce besoin impérieux, cette soif ardente de régner sur les hommes et lui donner en même temps la force de leur résister? Alors on ne regarderait plus comme un phénomène, une femme de 30 ans qui s'écrie avec vérité « J'ai sauvé ma rose ». Et vous comprenez tout le paradoxe de cette œuvre qui, puisqu'elle est à la fois, ou en tout cas puisqu'elle est en même temps consécration de l'ordre établi, entendre patriarcal, ici capitalisant sur la virginité d'une femme qui n'est pas encore mariée, eh bien cette œuvre en même temps se veut une espèce de manuel d'un savoir jouir en cachette, suggérant aux femmes d'exploiter la marge de manœuvre que leur offre une société certes antiféministe, mais non moins hypocrite en fait d'idéal de chasteté et de conjugalité. Je vous proposerai ici, après donc cette fin extrêmement quand même bien pensante, même si à mon sens elle sert sans doute de prétexte plutôt que de condamnation aux scènes de sexualité qui précèdent, eh bien différents extraits qui nous permettent d'affirmer que l'œuvre consacre d'une certaine manière l'hypocrisie très 19e qui voudrait promouvoir une sexualité hétérosexuelle, monogame et aussi androcentrique, axée sur la pénétration. Par exemple, l'héroïne a l'un de ses amants qui lui apprend qu'une société qu'elle fréquente est en fait composée que de femmes de mauvaise vie, entendez des prostituées. Eh bien, une fois qu'un homme lui révèle cette vérité-là, voici ce que dit Julie l'héroïne. On ne doit jamais déchirer le voile quand ce qu'il cache est désagréable. Pour moi, je préférerais toujours une illusion qui me plaît à une vérité qui me choque. Donc, l'on comprend dans le texte lui-même que la sexualité elle-même, si elle est évoquée, doit être évoquée sous une forme de voile de métaphore, ainsi que l'indique évidemment la rose du titre. Et cette métaphore ou ces métaphores, pour parler notamment de la sexualité féminine, on va la retrouver avec une célèbre métaphore notamment étudiée par une critique comme Mélicia Thiriot, celle de la chasse aux papillons. Alors que l'héroïne part à la chasse aux papillons, voici ce qu'elle écrit. « Un beau papillon bleu de ciel me fit courir un temps infini. Il se posait sur chaque fleur, mais aucune ne pouvait le fixer. Enfin, ma constance triompha de sa légèreté. Le beau papillon pris sous la gaze se débattait en vain. Il était en ma puissance et jamais volontairement je ne lui ai rendu de liberté. » Où l'on comprend que les femmes sont assimilées aux fleurs, les hommes aux papillons et l'héroïne à la chasseuse de papillons. Néanmoins, comme je le disais, même si ce texte semble consacrer l'ordre établi, il ouvre des brèches dans la domination de ce que l'on appelle alors avec beaucoup de bienveillance le beau sexe. Évidemment, et c'est là le parti pris du roman, il y a une forme d'explicitation des inégalités entre hommes et femmes en termes de morale sexuelle. Là où les hommes tirent leur honneur du nombre de femmes qu'ils séduisent et font tomber, les femmes devraient, elles, au contraire, tenir le leur d'une peu d'hommes auxquels elles résisteraient. Et donc cela est bien expliqué notamment par Adolphe au début du roman. De toutes les passions, l'amour est sans doute celle qui nous procure les jouissances les plus réelles et les plus vives. Mais par un préjugé bizarre, les hommes seuls ont le privilège de s'y livrer sans perdre leur réputation. Et lorsqu'une femme aime assez pour nous sacrifier ce qu'elle a de plus précieux, pour nous combler de faveurs et nous enivrer de volupté, au lieu de la regarder comme un être divin, passons l'essentialisme de cet extrait, nous la traitons avec mépris et nous la livrons à la honte en publiant sa défaite. Outre cette explicitation des inégalités en termes de morale sexuelle entre les hommes et les femmes, il y a aussi une véritable dénonciation, de manière sporadique, en tout cas au plus ponctuel, ou en filigrane, des violences sexistes et sexuelles. À de nombreuses reprises, l'héroïne indique qu'elle a dû réinsister auprès de ses amants pour leur refuser sa dernière faveur. Et d'autres ont continué à tenter de le lui ravir en dépit de son non-consentement. C'est par exemple le cas ici d'un dialogue entre elle et son amant Versac qui a cherché à la violer, précisément en l'occurrence à ravir sa virginité par une pénétration qu'elle refusait. « Si j'ai bien voulu, répartis-je, lui dit-il, d'un air dédaigneux vous accorder quelques faveurs, cela ne vous donnait aucun droit d'en exiger de nouvelles. Mais je vous avais, dites-vous, permis de tout espérer, je n'en disconviens pas. Je fais plus, je le répète, oui, sans votre indigne conduite, vous pouviez tout attendre du temps et d'un heureux caprice. » Versac me regarda d'un air moitié surpris, moitié suffisant, qui disait « Ce langage est nouveau pour moi. » Autre et dernier élément sur lequel je reviendrai avant de conclure, c'est que cette sexualité qui doit se passer de toute pénétration afin que l'héroïne puisse conserver sa virginité passe aussi à travers toute une série de représentations de relations sexuelles lesbiennes, notamment avec Caroline.
Ces représentations, si à mon sens, peuvent être subversives sur le plan de l'économie du récit, puisqu'elles permettent en quelque sorte à l'héroïne de mener à bien sa quête, doivent néanmoins être relativisées. Quelques dissensions avec certaines collègues, je pense par exemple à Oriane Guizou-Lamour, par rapport à ces représentations, car là où on pourrait les juger transgressives, il faut aussi se rappeler que la romancière écrit pour un public qui est aussi majoritairement masculin, constitué de lecteurs voyeurs, même si je ne nie pas que de nombreuses jeunes lectrices pouvaient aussi avoir accès à ce texte dans des cabinets de lecture. Mais en tout cas, ces représentations de rapports homosexuels entre femmes, encore une fois assez androcentriques, on le verra, avec des références à l'aiguillon qui manquerait à l'abeille qu'est Caroline, ne sont néanmoins pas inintéressantes en termes de diction de l'homosexualité féminine par une femme à l'époque. Par exemple, Caroline se lève avec transport, me serre dans ses bras, me donne 1000 baisers, puis reprenant sa première attitude, contemple de nouveau le plus joli des bijoux. Oui, s'écrie-t-elle encore, cette fleur est intacte, quel coloris, quelle fraîcheur, pardon. Semblable à l'abeille, je veux en extraire l'ambroisie, je veux m'enivrer de son suc délicieux, je veux la dessécher à force de plaisir, aussitôt par 1000 moyens que je n'ose décrire, mais qui me causaient des sensations aussi vives que délicieuses. Caroline me fait atteindre le dernier épisode du plaisir. Son but n'était pas seulement de me faire jouir, la droite abeille privée de l'aiguillon nécessaire pour pomper le suc de la rose se servait de cet heureux moyen pour en tirer l'amoureuse substance. Je chercherai donc vainement des expressions qui puisse donner une idée du délire de Caroline. Elle semblait avoir perdu la raison à la source de la vie. Ses discours étaient aussi incohérents que sa conduite, et sa conduite elle-même était extravagante. Mais que dis-je, n'était-elle pas plus sensée que jamais, puisque tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle faisait tendait à augmenter notre ivresse et la portait jusqu'à la fureur. Caroline, dont les désirs ne connaissaient plus de frein, me fit passer pour les satisfaire par toutes les gradations du plaisir. Je goûtais dans la même soirée les jouissances indicibles que je n'aurais connues qu'après un long noviciat, si la passion extraordinaire que je lui avais inspirée ne l'avait porté à m'initier de suite au plus secret mystère. Alors, si ce texte ici surfe sur toute une série de topoi, de représentations des rapports lesbiens, je le trouve néanmoins intéressant en ce qu'il sert l'économie du récit, même si le récit lui-même peut être considéré comme condamnant la sexualité, ou en tout cas la sexualité trop libre de l'héroïne, en la ramenant, disons, à la sphère domestique et au fait qu'elle doive conserver sa réputation pour faire un beau mariage. Mais je conclurai ici sur le fait qu'à mon sens, l'opposition entre ces différents types de lecture ou d'interprétation dessert le texte, en ce que depuis les années 1990, la critique tant littéraire que féministe s'est écharpée sur la réception de Choiseul-Meuse. Était-elle conformiste? Était-elle originale dans ses représentations? Est-ce que finalement sa représentation des choses du sexe dans ce roman n'a pour but que d'être mieux condamnée par la conclusion, ou est-ce que la conclusion ne vient finalement fonctionner que comme un prétexte pour venir justifier ces représentations transgressives? Eh bien, l'on s'accorde peu entre chercheurs et chercheuses sur cette double lecture, et je pense qu'il faudrait prendre ce paradoxe pour ce qu'il est, à savoir pour une conséquence en fait de la situation dans laquelle écrivent de nombreuses femmes écrivaines du temps, soumises en fait, comme je le disais, à une triple contrainte, à la fois éditoriale, disons, matérielle et plus largement de genre, qui fait que, comme notamment a pu l'affirmer Christine Planté à l'égard de la production de femmes écrivaines plutôt de la seconde moitié du XIXe siècle, mais ces propos semblent s'appliquer à tout le moins pour la production de Choiseul-Meuse et pour celle de nombreuses autrices de l'Empire et de la Restauration. Cette caractérisation entre lecture conservatrice, ou en tout cas lecture, comme je l'appelle, catéchisme, moralisante, bien pensante, ou lecture jouissance, peut-être même lecture queer, pourrions-nous l'appeler aujourd'hui, eh bien, à mon sens, cette caractérisation convient mal pour saisir des attitudes où se mêlent conviction subjective, stratégie littéraire, quête de reconnaissance et intériorisation des normes, ainsi que soumission obligée à l'ordre social. Il n'est guère plus opérant de chercher à opposer terme à terme conformisme du féminin et pensée critique du féminisme, car de nombreuses zones de confusion apparaissent entre les deux, et je pense qu'à cet égard, l'œuvre de Félicité de Choiseul-Meuse est assez emblématique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, cher Nicolas, pour cette lecture subtile et qui
fait entrevoir de nombreux aspects de cette œuvre. Et je suis particulièrement touchée que vous terminiez par une citation de Christine Planté qui a été dès le début très présente et très importante dans ce festival et qui est dans le fond de la salle. Parmi nous aujourd'hui. Voilà, je la salue. Voilà, nous la saluons. Alors, y a-t-il des questions? Est-ce qu'on a encore un petit peu le temps? Y a-t-il des questions dans la salle? Alors moi j'en ai une, je suis pas très sûre du sens qu'il faut donner à la conclusion, parce qu'au début vous avez dit en fait finalement elle est condamnée puisqu'elle ne trouve pas à se marier. Enfin, on le sait ça, ou enfin qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Adolphe qui lui avait donné tous ses conseils n'était-ce pas dans le but de l'épouser à la fin, ou il ne le fait pas? Enfin, je ne sais pas. Merci beaucoup. C'est une question de curiosité. Je ne connais pas le texte. Alors tout à fait, c'est un point sur lequel j'aimerais revenir. Ce conseil est donné par Adolphe, mais sans engagement de la part d'Adolphe ni de son amante. Ils n'ont pas pour but de se retrouver, d'ailleurs ils ne se retrouveront pas. Donc ça n'est pas, disons, un conseil intéressé de la part d'Adolphe, à tout le moins d'un point de vue voyeuriste, parce que la seule chose que lui demande Adolphe en échange, c'est de lui écrire pour lui indiquer si ou non, à 30 ans, si j'ai bon souvenir, elle aura ou non conservé sa rose. Mais il n'est pas question de mariage ou de re-rencontre entre ces deux personnes. Effectivement, la fin de Julie où j'ai sauvé ma rose n'est pas la fin la plus moralisante ou la plus facile d'interprétation, car comme elle l'expliquait, comme c'était le cas dans la conclusion, elle explique que elle est au bout de sa carrière à 30 ans et que qu'elle soit âgée d'à peine 30 ans, elle se considère comme une cénobite. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire sur le fait que l'autrice, que l'héroïne mise en scène par l'autrice décide de rester célibataire. Là où ça se complique, c'est lorsque l'on prend les autres romans de l'héroïne, tels Camille de Saint-Phar ou La fatale erreur, vous l'entendez tout de suite dans le titre, où Elvire et la femme innocente est perdue. L'une, après notamment avoir pratiqué une sexualité adultère dans la quasi-totalité du roman, finit par se suicider, et l'autre meurt dans la maladie. Ça ne nous semble pas très joyeux, et ça ne nous semble pas non plus sublimer la sexualité non hétérosexuelle, non monogame, et dans le cas de Julie, nettement moins androcentrique qu'on pourrait le croire. C'est d'autant plus paradoxal encore quand on prend une production que j'ai lue, à savoir ces romans d'éducation, comme par exemple Les récréations morales et amusantes, qui, il faut le dire, vilipendent eux-mêmes la figure du bas bleu. Donc, elle est elle-même extrêmement critique des femmes romancières qui prennent la plume, pardon. Mais encore une fois, est-ce une stratégie littéraire afin que l'héroïne puisse tirer son épingle du jeu? C'est une question à se poser. Alors, je pense qu'en termes de féminisme, il est peut-être difficile de l'appeler féministe si l'on entend par là une conscience de classe, de sexe ou de condition des femmes et d'une volonté de sororité. Là, je pense qu'effectivement, on n'en est peut-être pas là. Mais en termes d'originalité ou en tout cas de réformisme, je dirais que l'héroïne se rapproche peut-être d'une marquise de Merteuil telle qu'a pu la dépeindre à Laclos dans Les liaisons dangereuses. Je pense qu'il y a de cette influence-là, oui. Si ça éclaire le débat. Donc je pense que tout dépend de la définition qu'on veut donner au féminisme et à ce qu'on considère comme une autrice féministe à cette époque-là, avec une marge de manœuvre qui est extrêmement réduite quand on prend le discours tenu par Napoléon dans le Code civil ou pénal au sujet des femmes. Oui, oui, et je retiens ce que vous avez dit, elle semble consacrer l'ordre établi, mais en fait elle ouvre des brèches, et ces brèches-là sont importantes et significatives. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Question. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Alors pour moi, Félicité, que je découvre, elle pose peut-être la question du consentement et de la pression patriarcale de l'époque, du consentement. Donc c'est une grande avant-gardiste, et peut-être qu'elle garde aussi sa santé psychique à travers toutes ces réflexions, et puis tout simplement sa vie qu'elle a pu mener. J'espère qu'elle a eu une fin de vie très heureuse avec ce qu'elle a mis en place pour elle-même et pour son corps. J'aimerais vous donner plus d'informations, mais on lui prête quelques relations amoureuses, mais tout ça est de l'ordre de la conjecture, notamment une relation avec Armand Gouffet, un vaudevilliste et poète,
Mais pour revenir sur votre question, un article vient de sortir dans le numéro que Lucie Nizar et moi avons dirigé sur Choiseul-Meuse et sur justement le non-dit du viol et des violences sexuelles et sexistes dans son œuvre. Donc si la question vous intéresse, l'article est disponible en ligne, mais on peut en discuter plus tard. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.